Qui peut se vanter dans One Piece d'avoir véritablement commencé de zéro en même temps que Luffy? Qui peut se vanter d'être considéré comme un héros aux yeux du monde en ayant à peine 18 ans? De grimper les échelons sans un seul temps d'arrêt depuis 2 ans dès son introduction au chapitre 2? Plus simplement, qui peut se vanter aujourd'hui d'être secrètement l'un des principaux protagonistes de l'œuvre tout en accumulant qu'une dizaine d'apparitions depuis le 28 juillet 1997? Aujourd'hui, nous allons parler du cas très spécial de Koby, l'autre héros de l'œuvre aux côtés de Luffy, évoluant en parallèle de ce dernier et qui n'a pas fini de vous faire changer d'avis sur lui mais aussi sur l'importance de la marine lorsque le nouveau roi des pirates prendra place sur son trône. Installez-vous confortablement, on va passer un peu de temps ensemble pour que je vous explique avec précision pourquoi vous sous-estimez très probablement ce personnage et comment la suite de l'œuvre va très vite vous ramener à la réalité. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça vous prend 2 secondes et c'est vraiment le meilleur soutien possible. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des futures vidéos et sorties. Bien sûr, dites-moi en commentaire si oui ou non, d'après vous, Koby a l'étoffe pour devenir l'amiral en chef de la marine. Cette vidéo va commencer après un court placement de produit, merci à vous et à tout de suite. Le sponsor d'aujourd'hui n'est autre que Zenless Zone Zero, le dernier action RPG futuriste post-apocalyptique développé par Hoyoverse. La toute nouvelle mise à jour 2.2 répondant au doux et simple nom de « Ne pars pas docilement dans la douce nuit qui t'attend » vient tout juste de sortir et elle met à l'honneur de nouveaux personnages incroyables. Dans un premier temps, vous pouvez obtenir Sid, une petite pilote de mecha électrique élevée par des robots. Déjà ça, c'est trop stylé. Et pour ceux qui l'auraient manqué, 2 personnages très attendus font également leur grand retour. Trigger sera à nouveau disponible dès la première phase et Ellen Joe reviendra lors de la deuxième phase. C'est l'occasion idéale de compléter votre équipe si vous les avez manqués. En ce moment, c'est Sid qui est mise à l'honneur dans la première phase de la mise à jour 2.2. Cette jeune pilote a développé une personnalité complètement à part, tout comme son style de combat électrique et son design unique qui en font un personnage phare à ne pas manquer. Et comme elle est déjà disponible, je vous recommande vivement d'aller l'invoquer dès maintenant. Puis lors de la seconde phase de l'update, vous découvrirez le duo Orphy et Magus. Orphy, une jeune soldate, manie un gigantesque pistolet intelligent dans lequel vit Magus, une vétérane froide et déterminée qui la guide et la protège au combat. Mais Orphy et Magus ne sont pas simplement un duo, elles sont en réalité 2 facettes d'un même être et c'est ce qui les rend aussi uniques à jouer qu'à découvrir. Et comme toujours, qui dit nouvelle mise à jour dit aussi récompense offerte. Vous pourrez récupérer gratuitement des tirages, que ce soit pour la bannière personnage ou pour la bannière Bangbu, et un code vous attend en description pour obtenir 60 polychromes et 6666 déni. Les combats sont ultra rythmés et vous pouvez même profiter des mini-jeux et de l'exploration de la ville. Cette version 2.2 est l'occasion parfaite pour vous de commencer ou de revenir dans l'aventure. Alors n'attendez plus, rendez-vous dans la description pour télécharger gratuitement Zenless Zone Zero, récupérer vos récompenses exclusives et plonger dans la mise à jour 2.2. Koby deviendra le plus grand marine de son temps, il dépassera peut-être même la légende de Garp et s'inscrira comme le rival opposé à Luffy d'ici la fin de l'œuvre. Que ça coïncide avec votre vision de ce personnage ou au contraire, bien que vous me sentez totalement à côté de la plaque à peine la vidéo commencée, fallait que j'annonce directement la couleur d'entrée de jeu parce qu'il est temps de vous convaincre et quoi de mieux que de commencer par le commencement. Koby est donc le premier personnage que Luffy rencontrera lors de son aventure après avoir échoué près de la base d'Alvidia. C'est ici que le jeune garçon apparaîtra, alors homme à tout faire d'Alvidia. On va pas se refaire l'histoire du début dans les détails, mais le rêve de Koby de devenir amiral de la marine prendra forme quand il s'enrôlera après avoir été poussé par Luffy à poursuivre ses plus grandes ambitions. Pourtant, il part de zéro. Quand je vous dis de zéro, c'est qu'il était à peine capable de donner un coup de poing à Luffy, il était physiquement en retard sur la moyenne des personnages de One Piece à cet âge-là. Mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve et de s'entraîner, cette fois en tant que recrue marine avec comme instructeur pas n'importe qui, puisque c'est littéralement Garp qui l'a pris, lui et Hermep, sous son aile. S'en est suivi une progression présente mais discrète pour les lecteurs. Koby n'est plus apparu véritablement dans l'œuvre avant la fin de Water 7, des centaines de chapitres plus tard, et son entraînement n'était que partiellement montré durant sa mini-aventure. Par contre, quand il a fallu passer à l'acte, les résultats étaient là. Et ils étaient impressionnants. Pré-ellipse, avec seulement quelques mois d'entraînement, Koby maîtrisait déjà une technique du Rokushiki, le Soru, et parvenait même à surprendre Luffy en le frappant et en esquivant ses coups de poing. C'était pas encore parfait, mais c'était la preuve que son entraînement fonctionnait du feu de Dieu. Pour cause, nous apprenions très récemment dans l'exceptionnel chapitre 1088 que Koby suivait un autre entraînement très spécial en plus de celui de Garp. Pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé et compenser sa condition physique désavantageuse, Koby travaille son corps sans cesse depuis le moment où il a rejoint la marine.
marine, frappant les punching cuirassés depuis plus de 2 ans maintenant. Et justement, on arrive au moment crucial, l'après-ellipse. Alors pour les personnages de One Piece, l'ellipse a été magique. Tous ont évolué et les plus faibles ont même réussi à plus ou moins rattraper leur retard en débloquant le haki et j'en passe. Ce fut le cas pour Kobe, lui qui avait déjà la particularité d'avoir éveillé son haki d'observation suite au traumatisme de la guerre de Marineford, et pendant les 2 ans, il a cultivé ce pouvoir. Aujourd'hui, il est un soldat totalement capable et complet, d'une puissance exceptionnelle, parfaitement apte à protéger les civils des menaces pirates, ou encore ultimement de détruire le bras de Pizarro de la taille d'une montagne de la simple force de son poing. Voilà, donc ça c'est la partie supérieure de l'iceberg de Kobe, c'est ce qu'on voit de lui, ce qu'on sait de lui. Maintenant on en vient vraiment au vif du sujet. Comment ce type-là va devenir le rival de Luffy? Comment va-t-il remplacer le Grand Garp? Eh bien ça commence par un véritable besoin pour Luffy d'avoir un rival qui se situe dans le camp d'en face. Lorsqu'on prend le cas de Roger, il vivait heureux et épanoui. Pourquoi? Car il savait qu'autant côté pirate que côté marine, il avait des copains avec qui s'amuser. Que ce soit Barbe Blanche qui était le plus grand pirate juste après lui ou bien avec Garp avec qui il jouait au chat et à la souris, aucun n'avait la volonté de nuire à l'autre. Déjà Garp lui-même avait un immense respect envers Roger. En tout cas, il révélait à Dadan qu'après avoir appris à le connaître à force des combats, il n'a jamais pu éprouver la moindre haine envers lui, bien qu'il soit un marine. Ce respect était mutuel, Roger lui a carrément confié le futur de son fils et déclaré qu'il avait en lui la même confiance qu'en l'un de ses hommes. Ils s'appréciaient profondément, leur combat n'était qu'un passe-temps, sans volonté profonde à l'emporter sur l'autre. Ils voyaient en l'un et l'autre de rares et précieux rivaux capables d'encaisser leur puissance phénoménale respective. Alors concernant Kobe et Luffy, oui, on peut totalement critiquer et rejeter ce désir d'instaurer un parallèle entre eux, mais Oda lui n'hésite pas à jouer avec. Ils sont devenus amis avant d'être opposés par la voie qu'ils ont choisie. Et même après, ils entretiennent un lien particulier. Kobe continue de trouver Luffy cool en découvrant les nouvelles informations à son sujet, tandis que Luffy, lui, ne fait de toute façon pas de distinction entre le statut des gens qu'il côtoie et verra toujours Kobe comme un allié tant qu'il ne se met pas véritablement en travers de sa route, comme sur Marineford lorsqu'il tentait de secourir Ace. Et ça aussi, il faut le noter, malgré l'attachement de l'un et l'autre, le devoir prime avant tout. Kobe a essayé d'arrêter Luffy et ce dernier n'a eu aucun mal à le stopper net. Au chapitre 1122, Kobe avait aussi la ferme intention d'empêcher Luffy d'obtenir le One Piece si ça devenait un synonyme de destruction mondiale, et si ça arrivait, Luffy le combattrait à nouveau. Tout ça pour dire qu'au-delà d'instaurer une amitié qui perdurera, c'est la promesse que Luffy lui a fait lorsqu'ils se sont quittés sur Orange Town. La rivalité n'est pas mise de côté, exactement comme pour Roger et Garp. Justement, vu que le sujet là était le parallèle entre ces 4 personnages, il y en a un de très simple et efficace à faire. Luffy suit les traces de Roger pour devenir le roi des pirates, quant à Kobe, il est entraîné par Garp pour devenir le héros qui le remplacera. Notons même que lorsque Luffy est devenu officiellement empereur dans One Piece, après la défaite de Kaido, Kobe, lui, a été introduit exactement au même moment comme héros de la marine par Barbe Noire. Symboliquement, c'est fort, mais surtout parfaitement évident, Oda met ces 2 personnages et leur évolution en parallèle. Rien que pour ça, Kobe est extrêmement important pour le personnage de Luffy. Il est son rival de la justice, mais il est aussi l'héritier de la volonté de son grand-père. Il honore la place que Luffy n'a jamais pu combler pour Garp, celle d'un petit-fils soldat de la marine. Et ça, c'est un autre argument de poids, la symbolique au sein de la marine. Soyons sincères, on s'en fout de la marine, clairement. Elle est actuellement corrompue, les 3/4 de ses personnages sont inintéressants, les amiraux n'ont pas toujours un traitement en leur faveur, et je parle même pas de Smoker qui était très attachant au début pour finir totalement éclipsé de l'œuvre, et puis surtout c'est l'ennemi de Luffy. Paradoxalement, ça représente limite l'ennemi du bien de notre point de vue de lecteur. Pourtant, ce n'est pas ce que ça devrait être, la marine doit être un symbole de justice véritable, et c'est là que ça coince. Vous aurez compris que tout ce qui concerne Joy Boy, Nika, la levée de l'aube dans One Piece, tout ça c'est pour apporter la paix dans le monde, ok? Une sorte de justice finalement. Luffy est un élu destiné à unir les peuples, abolir l'esclavage et la discrimination. En tout cas, c'est ce vers quoi l'histoire semble se tourner. Pourtant, Luffy seul ne suffira pas, ce n'est que l'union qui pourra créer cette paix, et comment elle pourrait avoir lieu si la principale force militaire des mers, à savoir la marine, ne se trouve pas du bon côté. La marine dans One Piece est représentée par la justice de son amiral en chef, le 4e amiral qui va commander toutes les opérations de cette institution. Actuellement, la marine est aux mains d'Akainu, un amiral dont le thème de la justice qui le définit
et absolue. Voilà, on aurait pu avoir la justice paresseuse d'Aokiji, beaucoup plus insouciante et souple, ou alors la justice modérée de Kizaru qui se trouve entre les deux. Mais non, la philosophie actuelle de la marine est la destruction pure et simple du mal à la racine. Akainu n'a pas de remords, pas de sensibilité, et pourrait effacer même ses propres soldats. Koby en est d'ailleurs la preuve parfaite. Cette vision de la justice est vouée à l'échec car elle est aux antipodes de la paix que veut apporter Luffy. Akainu peut-il vraiment rester amiral en chef lorsque Luffy, lui, sera le héros du monde? J'en doute. Mais surtout, la philosophie de Koby qui symboliquement s'oppose à celle d'Akainu dans la guerre au sommet de Marineford, lui qui deviendra après cela l'amiral en chef. C'est un thème qu'on voit tout le temps dans One Piece, les opposés s'affrontent en permanence, les ténèbres contre la lumière, la vérité contre le mensonge, c'est systématique de l'œuvre. Alors si la justice d'Akainu n'est pas faite pour durer en se présentant comme un extrême radical opposé aux valeurs fondamentales de l'œuvre, il faut qu'il soit remplacé par une nouvelle justice, une justice qui n'existe pas dans la marine avant que Koby arrive. Une justice honnête. Elle est parfaite car elle est juste, cette justice va permettre à la marine de s'adoucir et de regagner la confiance du peuple sans pour autant se laisser faire en étant trop souple avec les pirates. Il faut combattre le mal, le vrai mal, pas anéantir tout ce qui s'oppose à la vision de la marine et de son gouvernement. C'est ce que Koby sera capable de faire car lui seul sera capable de faire la différence avec des pirates comme Luffy et des pirates comme Barbe Noire. Ça peut paraître bête à dire mais je vous assure qu'actuellement dans la marine, que ce soit l'un ou l'autre, ils représentent absolument le même danger à leurs yeux. Cette nouvelle marine et cette nouvelle justice ont d'ailleurs été introduites par Oda avec Smoker qui se voulait, je pense, être l'un des personnages à travers lequel la vision de la justice allait le plus évoluer grâce à sa rencontre avec Luffy, allant jusqu'à remettre en question les choix de ses supérieurs. Alors pour en revenir au sujet initial, oui, Koby en tant qu'amiral en chef, c'est symbolique. Ça ne l'est pas car c'est un ami de Luffy, ça l'est car il est le seul dans cette institution à comprendre le vrai sens de la justice. Et ça, Garp le sait parfaitement. Il n'est pas venu se sacrifier sur la ruche pour rien, il n'est pas venu mettre en danger l'image héroïque qu'il avait pour le peuple et l'aura de démon pour les pirates. Il est venu miser sur l'avenir de la marine, c'est comme ça qu'il nomme Koby. Certains se sacrifient le bras pour sauver le monde, d'autres sacrifient leur corps. Garp a choisi cette deuxième option car il voyait en Koby un élu, l'élu de la justice. Après ça, impossible de douter du plan de Garp. Il a remis en jeu son titre de héros pour la meilleure des raisons, pour sauver celui qui sera un bien meilleur exemple que lui. Car là aussi, une chose est à prendre en compte, Garp n'a jamais voulu devenir amiral alors qu'il aurait totalement pu, et même évoluer en amiral en chef, ce qui aurait été infiniment moins pire que ça ne l'est avec Akainu. Non, si Garp a toujours renoncé à autant de devoirs, c'est pour échapper aux directives des dragons célestes qu'il déteste tant. En effet, un amiral se voit être obligé de répondre aux ordres directs des Tenryubito, de les servir et de les protéger. On pourrait alors penser que Koby devra aussi passer par cette case et finalement trahir le sens même de son aura d'élu de la marine, que je lui prête depuis le début. Sauf qu'encore une fois, non, car nous parlons d'un temps où le gouvernement sera enfin débarrassé des dragons célestes. Tout reprendra à zéro, le gouvernement sera reformé, la marine le sera aussi, expliquant pourquoi Koby pourrait être aux commandes sans avoir à répondre aux ordres des dragons célestes, qui n'auront plus de pouvoir à ce moment-là. La marine doit exister et un héros doit la représenter. Nous avons aujourd'hui plus que jamais le meilleur candidat capable de porter ce fardeau. On a vu le besoin du personnage de Koby dans l'œuvre, on a vu l'intérêt symbolique qu'il représente, mais il manque un sujet à aborder, celui qui peut potentiellement faire le plus débat même, le sujet de la puissance. Comment Koby va-t-il s'adapter à la puissance assez exceptionnelle que demande un rôle d'amiral en chef, surtout à l'époque de Luffy? Je veux dire, nous sommes dans une ère de One Piece où les plus puissants personnages, depuis 800 ans, refont leur apparition. Si nous pensions que des Chebek, Newgate ou Roger étaient les plus puissants pirates que nous pouvions voir et imaginer, désolé de vous dire que normalement ces légendes se verront être dépassées durant l'ère de Luffy, car c'est maintenant que la grande guerre qui engloutira le monde aura lieu. Pour ce moment, mais aussi pour l'après, l'amiral en chef doit être capable, il doit être à la hauteur d'affronter les plus puissants pirates et contrairement aux apparences, je pense que Koby en sera totalement capable. En fait, Koby est littéralement l'un des meilleurs potentiels de One Piece en termes de puissance. Comme je le disais, il a commencé de zéro, vraiment de zéro, comme aucun autre personnage avant lui. Koby n'avait ni le physique, ni même les compétences pour combattre. C'est simple, le premier coup qu'il a mis, c'était très probablement à Luffy quand ce dernier l'a poussé à bout. Pourtant, regardez où il est aujourd'hui, capable d'exploser le bras de l'un des pirates de Barbe Noire, équivalent à détruire une montagne. Alors attention, cette puissance n'est pas venue par magie. Le potentiel de Koby passe principalement par la volonté exceptionnelle qu'il possède pour accomplir son rêve, son objectif. Et la volonté, c'est le moteur principal pour donner un haki particulièrement fort. Mais les faits sont là. En seulement 2 ans, Koby est passé d'un niveau 0 à héros.
capables d'utiliser le haki de l'observation et de l'armement dans leur forme avancée. Très honnêtement, le chapitre 1088 était pour lui et la marine l'équivalent de Joy Boy chez les pirates, c'est pas une blague. En termes de symbolique, c'était la naissance du soldat à la plus pure des justices qui prenait conscience de sa véritable force. Et non, évidemment, il n'était pas aussi fort que Luffy en Gear 5, évidemment. Est-ce que pour autant ça suffit? Bien évidemment que non. Et la question ne se pose même pas. L'argument pertinent dans tout ça n'est pas qu'il soit aujourd'hui plus fort que hier, mais plutôt qu'il soit plus faible que demain. Oda a prouvé que la courbe de progression de Koby ne cessait d'augmenter. S'il n'a actuellement pas le niveau ni pour prétendre amiral et encore moins amiral en chef, ce n'est qu'une question de temps. Tout comme Luffy qui n'est actuellement pas au niveau d'un Roger à son summum, Koby a besoin encore de temps pour évoluer, beaucoup évoluer même pour tenir ses promesses de puissance. C'est d'ailleurs l'une des preuves que One Piece ne se terminera pas dans cette timeline actuelle. Nous ne ferons pas nos adieux à un Luffy de 19 ans dans le tout dernier chapitre, mais à des protagonistes bien plus vieux, expérimentés, implantés et puissants. Au final, ce qu'il faut, et même si l'avantage sera toujours donné à notre héros, c'est que Koby puisse tenir tête à un moment ou l'autre à Luffy, et ça va arriver. Jamais Koby ne sera à la hauteur pour vaincre ou arrêter le roi des pirates, ou alors sa progression sera encore plus démesurée qu'elle ne l'est déjà. Pourtant, il arrivera à représenter un ennemi solide pour Luffy, tout comme Kizaru qui, sur Egghead, en imposait plus que Lucci qui n'était plus du tout au niveau. Bon à ce niveau-là de la vidéo, justement, je vous ai donné quasiment tous mes arguments, tout ce qui me tenait à cœur sur le sujet Koby. Mais vu que c'est un sujet qui peut faire débat, j'ai voulu vous faire participer un peu plus. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de son futur en tant qu'amiral, amiral en chef, et s'il sera à la hauteur en termes de force. Bref, on va encore parler de plein de trucs. Il deviendra le marine le plus fort de l'histoire et deviendra évidemment amiral en chef, mais seulement après la chute du gouvernement mondial pour ne pas devoir leur obéir comme Garp. Alors, ça de toute façon, c'est évident que quoi qu'il arrive, Koby suivra cette volonté de Garp à ne pas vouloir se soumettre au gouvernement. Il va forcément avoir les mêmes principes que lui, surtout après avoir vécu avec lui pendant 2 ans. Donc faut vraiment garder en tête que si Koby doit être amiral en chef, ou au minimum amiral, c'est vraiment lorsque le gouvernement mondial ne sera plus précisément lorsque les dragons célestes ne seront plus au pouvoir. Et ça, il y a des chances que ça arrive après une ellipse du manga, même si le gouvernement mondial explose dans l'année actuelle, la même année où se déroule l'arc d'Elbaf, eh bien la fin de One Piece, elle aura lieu dans le futur de la chronologie. Tout comme One Piece a débuté par un flashback, One Piece se finira par un flash forward avec un aperçu de ce qu'a fait plusieurs années de paix au monde. On verra les Mugiwara beaucoup plus vieux, les révolutionnaires au pouvoir et évidemment la nouvelle marine reformée par Koby qui la dirigera en tant qu'amiral en chef. Donc oui, je pense que ce n'est pas dans les prochains mois que Koby passera du rôle qu'il a actuellement à celui d'amiral ou amiral en chef, bien que sa progression ait été incroyable ces 2 dernières années. Il représentera un marine plus juste et honnête. Je trouve que dans ses réactions, il me fait penser à ce qu'on a vu de Dragon. Je pense qu'en fonction de l'évolution du personnage, il pourra remplir les fonctions d'amiral et peut-être plus tard d'amiral en chef. Tu as totalement raison dans ta comparaison avec Dragon. C'est d'ailleurs précisément le ressenti que j'ai eu dans les derniers chapitres où on voyait un Dragon seul et inexpérimenté face à la folie du monde. Koby était pareil au début, en particulier sur Marineford. C'est là qu'il a changé. C'est sûrement pas longtemps justement après qu'il a décidé de quitter la marine en rejoignant le Sword, tout comme Dragon a dû vouloir se rebeller contre le monde après avoir vu le désastre de God Valley. S'il devient aussi fort que Prime Garp, oui, il aura le niveau amiral, mais amiral en chef me paraît compliqué sans fruit du démon ou épée. Je sais pas si la force brute suffira. C'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, j'ai pas relevé ça de toute la vidéo, que ce soit Sengoku ou même Akainu, les deux ont des fruits du démon qui sont particulièrement puissants. Il y a bien Kong qui était aussi amiral en chef avant Sengoku, durant l'ère des Rocks et de Roger, mais lui, on ne sait rien de sa puissance donc il faut voir. En tout cas, Koby peut parfaitement être un amiral en chef juste avec la force brute. Oser dire que Garp n'aurait pas fait un parfait amiral en chef à la place de Sengoku, c'est vraiment pas qu'une question d'armes ou de fruits du démon. C'est pour ça que Garp est important dans ce comparatif de Koby. Lui a rivalisé avec un Roger qui combattait à l'arme. Sur Marineford et la ruche, il n'avait aucun mal à confronter des Logia ou des Zoan mythiques. Il faut pas trop penser que les armes et les fruits du démon sont un avantage définitif pour un combattant. Au contraire, c'est un avantage de fou de dépendre que de son haki, car le haki ne disparaît jamais vraiment, alors que tu peux être désarmé ou tu peux être sensible à l'eau à cause de ton fruit du démon. Il y a beaucoup plus de faiblesse avec ces deux formes de combat là. Donc non, que Koby puisse s'élever que grâce à sa force brute ne le rend pas plus faible, ça le rend plus exceptionnel et ça c'est beau. Moi je pense de toute façon qu'à la fin de One Piece, les fruits du démon ne seront plus d'actualité, donc Koby sera totalement dans l'air de son temps. Il a été artificiellement boosté selon moi, on parle tout le temps de la vitesse de progression de Luffy, mais Luffy se battait depuis tout petit. Très clairement pour ça, Luffy a toujours eu le fight dans les veines, c'est aussi pourquoi jamais Koby ne pourra rattraper et combler l'écart qu'il y a entre eux. Je l'ai déjà dit, mais de toute façon Koby n'est pas destiné à surpasser Luffy.
C'est pas le but d'un rival. Lui, c'est qu'il puisse être une sorte d'équivalent dans la piraterie et la marine. Et que même si Kobe ne l'emporte pas sur Luffy, eh bien, il puisse l'affronter, que ce soit même l'un des seuls qui puisse lui tenir tête. Après, concernant Kobe et sa progression, faut pas non plus oublier que déjà, on ne sait rien de lui, on ne sait pas s'il est comme tous les autres personnages génétiquement boosté, qu'il ait une famille importante ou quelque chose comme ça. Et en vrai, si c'est pas le cas, eh bien, tant mieux que Kobe soit un espèce de génie overcheaté. On se plaint beaucoup que les Zoro, Sanji, Luffy, etc. puisent leur pouvoir de leur famille ou de leur origine. Si pour une fois, on peut avoir un Kobe juste fait pour le combat parce qu'il s'est découvert un don que le héros de la marine aura par ailleurs parfaitement exploité dans un entraînement hyper intense durant des années, en vrai, pourquoi pas non plus? On va pas râler sur absolument tout. Moi, je pense vraiment que le combo potentiel plus entraînement exceptionnel, ça suffit pour faire de lui un monstre. Puis aussi le scénario, faut pas se leurrer. Non, Fujitora doit être amiral en chef car il est plus sage. Kobe, amiral. Alors je comprends ce point de vue car Fujitora est effectivement l'amiral qui se place actuellement le plus proche de la bonne justice qu'on recherche pour la marine. Et encore actuellement, à choisir entre Fujitora en tant qu'amiral en chef et Kobe, la question se pose même pas. Que ce soit niveau puissance, expérience et aura, jamais Kobe ne pourra remplacer le grand Isho. Par contre, on peut imaginer que dans quelques années, il cédera sa place à la jeunesse incarnée par Kobe une fois que ce dernier aura mûri, pris en expérience et encore en force. Je le trouve un peu trop en retrait par rapport à son statut, premier personnage que Luffy rencontre, héros de la marine, etc. Mais j'ai une théorie où Kobe va découvrir la vérité sur le gouvernement mondial et va basculer dans son propre camp, représentatif de sa version de la justice. Alors Kobe a effectivement été en retrait longtemps parce que la marine n'avait pas été véritablement exploitée avant Wano Kuni. Là, entre la Cross Guild qui se met à chasser et traquer leurs soldats, entre l'apparition de Ryokugyu, le développement de Kizaru sur Egghead et bien sûr la capture du grand héros Garp, on sent tout de suite qu'Oda a passé une nouvelle vitesse et met en avant la marine en parallèle du gouvernement mondial. Donc s'ils étaient en retrait auparavant, il est, je trouve, beaucoup moins récemment, vraiment beaucoup moins même depuis qu'il a apparu avant la rêverie pour la première fois depuis l'ellipse. Concernant le gouvernement, sa corruption va plus que probablement avoir un impact sur Kobe. D'ailleurs, si on n'était pas si près de la fin, j'aurais même dit qu'un nouveau God Valley puisse avoir lieu et que Kobe soit envoyé là-bas, mais là c'est un petit peu trop tard en vrai. Après, quand tu parles de propre camp, tu parles peut-être d'une néo-marine à la Zephyr de One Piece Z, et là je te rejoins un petit peu moins, l'idée est très intéressante vraiment, mais je pense quand même que Kobe devra représenter la vraie marine, car à la fin, elle sera la seule institution militaire restante et nécessaire. Le Sword n'aura plus besoin d'exister à ce moment-là, c'est pour ça que je trouve inutile la création d'un nouveau camp, car comme je le disais plus tôt, la marine a sa place dans ce monde et doit totalement perdurer pour continuer de faire exister la justice sur les mers. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord ou non avec mes propos et ma vision du futur de la marine et de Kobe? Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien les lire pendant un live Twitch ce soir et y répondre en direct avec vous. Donc allez-y, n'hésitez pas à spammer. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner les bros, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, je vais vous laisser là-dessus, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous donc ce soir en live sur Twitch ou dimanche prochain pour une nouvelle review. Prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.